1er mai, un message du ministre du Travail et de la Sécurité sociale vendredi dernier aux travailleurs et une marche sportive très courue hier à Yaoundé ont lancé les festivités de la 140e édition placée sous le thème dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. Et en attendant l'apothéose vendredi prochain, les milieux professionnels s'animent. Les détails sont à la page 16 et 17 du journal Cameroun et Tribune. Flora Diglin. Just a couple of days before the 140th edition of the Labour Day in Cameroon, where it's a call for all workers of Cameroon. The theme actually talks about it all, social cohesion, and also the fact that each and every one of us deserve to have a decent work because it is quite normal for you to have a very conducive surrounding or atmosphere whenever you're working, because that is how you guarantee productivity. If your working environment is not decent or conducive enough, you can never give the good results. So I guess that the Ministry of that is in charge of labor is actually doing everything in place to put in place several mechanisms that will enable the workers in Cameroon to be able to live their lives, I mean like the best of their lives, to make sure that they enjoy the fruits of their labor. Now Labor Day is going to be not a celebration, but it's going to go above just the celebration, because it's going to be a call for each and every one of them who know that exactly they have to put in everything that they need to make sure that they succeed in whatever they are doing, and also they achieve their objectives at the end of the day. Nous poursuivons cette revue La Presse avec le journal Mutation qui titre délestage dans le Grand Nord. Il faut 5 milliards par mois. Selon le journal, c'est le montant pour faire fonctionner les centrales thermiques et pallier le déficit de production criade du barrage de Lac d'eau en cette période d'étiage. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie s'est rendu dans la Damawa le 24 et 25 avril afin de s'assurer de la bonne évolution des travaux d'interconnexion Nord-Sud pour une solution pérenne d'ici 2027. Flora Diglin. Well, I think I missed out on le journal Mutation qui titre délestage dans le Grand Nord. Il faut 5 milliards par mois pour remédier à ce problème de délestage de ce côté du pays. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie s'est rendu sur le terrain pour s'assurer que les travaux évoluent normalement et qu'ils soient permanents d'ici 2027. Well, the power cuts in Cameroon have always been so evident. It's quite evident that there's still much to be done, as the Ministry of Energy and Water actually is doing so much in that line to make sure that they provide electricity. But the reality on the field is quite a different one, because in each and every one of our cities, we observe quite a systematic power cut almost in every city and almost in every region of Cameroon. Now, what is the problem? Is it that our dams are not full enough? Is it that the rainy season has come a little bit later or a little bit earlier on? There are so many of these prerequisites that have to be taken into consideration. What is enabling or what is not enabling Cameroonians to have access to electricity as much as they should be having? Well, that's a question that we should be asking ourselves, and also asking the government to know exactly what they have to do in line with making sure that Cameroonians live properly, even though it's already hard, the economy. If we don't have electricity, that's another side of it. Le barrage de Lac d'eau qui est ce barrage-là qui permet aux populations de ce côté du pays d'avoir de l'électricité. Mais selon le journal Mutation, il faut 5 milliards pour faire fonctionner les centrales thermiques et pallier au déficit de production criade du barrage de Lac d'eau lui-même et en cette période d'étiage. Tu as dit 5 milliards, tu n'as pas fini. Hein? C'est par mois. 5 milliards par mois, oui. Voilà, c'est par mois, donc 5 milliards par mois qu'il faut. Il y a un barrage, mais ça, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'il y a un problème comme peut-être le moteur est grillé ou je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ici à Douala, on va aussi dire qu'il faut combien? Parce que ce n'est pas seulement au nord. C'est pas seulement au nord qu'on a ce problème de délestage. C'est dans tout le Cameroun qu'on a ce problème. Et quand on pense, on sait que il y a encore des villages dans ce Cameroun qui n'ont même jamais vu le fil de courant passer avant de penser même à avoir l'électricité chez eux.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villages. Il n'y a que des grandes villes, je peux même dire ça comme ça, des grandes villes et des moyennes qui ont droit au courant. Si déjà, seulement ça, on n'arrive même pas déjà à satisfaire ceux qui sont dans ces grandes villes. Moi, je commence à me poser la question de savoir, on va même où? Parce que il faut peut-être qu'on revienne à l'époque de la lampe tempête. Oui, à l'époque de la lampe tempête encore. Et des bougies qui font déjà beaucoup de non, dégâts. les bougies même encore, on ne connaissait même pas ça avant. On avait les tourcans. Tu as connu les tourcans? Je crois qu'il faut bien que ça revienne. Les tourcans, c'était une petite boîte qui avait un petit couvercle et puis on mettait une mèche qui ressortait comme ça, mais ça fumait, le feu sort. Parce que le lendemain, il fallait un peu nettoyer tes narines pour comprendre que tu as dormi dans je ne sais pas où, c'est dans le, comment on appelle ça, la cheminée. C'est-à-dire que tes narines sont tellement noires que tu ne peux même plus avoir envie d'allumer ça le lendemain. Et bonjour, les maladies telles que... Mais bizarrement, à cette époque, la personne était malade. Peut-être c'est maintenant. Oui. Peut-être c'est maintenant qu'il y aura... Parce qu'au lieu du pétrole, peut-être on se retrouve avec les oiseaux. C'est-à-dire qu'un mélange de tout. Et puis, c'est un peu ça. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on dise déjà à tout le monde qu'il faut avoir ton étourcan ou ta lampe tempête à la maison parce que ça s'annonce mal. Déjà qu'on ne sait même pas d'où va venir les 5 milliards. 5 milliards tous les mois, ou peut-être c'est déjà pour justifier les dettes qui sont en train de prendre au FMI. Nous poursuivons cette revue La Presse avec Tribune d'Afrique qui titre Cameroun, l'affaire Gilbert Baoula prend une tournure judiciaire et politique. Une nouvelle gouvernance ou une nouvelle controverse secoue la scène politique et médiatique camerounaise. Au centre de l'attention, Georges Gilbert Baoula, personnalité qui continue pour ses prises de position. Pour ses prises de position tranchées, fait l'objet d'une convocation officielle à la gendarmerie prévue le mardi 28 avril 2026 en cause des déclarations jugées particulièrement graves visant la famille présidentielle et les institutions de la République. Pour information et pour ceux qui ne savent pas ce que Gilbert Baoula a dit, c'est ce que Gilbert Baoula a dit. Il a dit que Franck Biya n'est pas le fils légitime du président de la République. C'est qui est assez grave, hein? Mais je me pose une seule question. Ah, c'est pourquoi il a fui? They are accusing him of impersonation. Yeah. Why is it, the question I'm asking myself, why is it that this gentleman has been doing this for several years and nobody has ever done or said anything? He has done it for several years. He has passed for the son of the head of state for many years. But I watched an outing of one of our fellow journalist yesterday that was talking and actually drawing a picture of Baoula, saying that he's usurping titles and claiming to be the son of the head of state, and he has done that to the detriment of even the head of state's family, and making several declarations like those that are being pronounced in this Tribune, this newspaper that is having him on the headline. Tribune d'Afrique. Now, why is it that, la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça depuis plusieurs années et ce n'est que maintenant? Non, il n'est pas en train de faire ce qu'il fait. On ne l'a pas convoqué parce qu'il il usurpe l'identité du fils du président. On l'a convoqué parce qu'il a dit que Franck Biya n'est pas le fils du président de la République. Parmi autant de choses, parce qu'il a fait plusieurs déclarations de la sorte, et il n'a jamais été inquiété. Donc pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que moi je me pose la question, peut-être quelqu'un ici pourra avoir une réponse, mais là je crois bien qu'il y a des enjeux et avec le temps à venir, nous saurons justement ce qui se cache derrière ou bien ce qui est en train d'arriver. Dans le même siège d'information, à Stéphane Mouret, je sais que tu as quelque chose à dire. Il y a l'info à chaud qui dit aussi, dans un communiqué de presse, Georges Gilbert Baoula justifie son absence ce mardi le 28 avril au CED. Il était convoqué au CED demain, dont il est censé être au CED demain, et il dit déjà qu'il a découvert cette convocation et pendant qu'il était en déplacement professionnel, donc il annonce déjà qu'il ne sera pas là. Voilà. À Stéphane Mouret. Il n'est effectivement pas là, mais comme vous l'avez dit, l'actualité en elle-même s'inscrit dans un contexte où ça fait quelques jours on a annoncé la vice-présidence. Eh bien, vous faites très bien, Sandrine, d'avoir remis l'actualité dans son contexte. Il n'est pas accusé d'usurpation, mais il est accusé de diffamation et surtout de crimes, cybercriminalité. Voilà, je ne connais pas le terme juridique, mais c'est effectivement cela.
Pour la petite histoire, c'est en direct d'un plateau, une émission très bien connue avec des acteurs politiques. Il avait déclaré qu'il avait avancé des propos aussi graves que cela, comme quoi M. Emmanuel Franck Biya n'était pas légal et même légitime, n'était pas son frère, il était celui-là qui devait succéder, d'où peut-être la diffamation, parce que si vous retirez la légitimité de quelqu'un alors que vous ne pouvez pas prouver, on peut déjà, voilà, vous êtes déjà là dans la diffamation. Donc c'est bien déjà d'avoir situé le contexte et rappeler que il y a quelques mois, on faisait entrer la vice-présidence dans la Constitution et même dans on va dire quoi, l'environnement politique ou bien gouvernemental de notre pays. Sandrine, c'est en cela que les politiciens sont en train de lire la bataille de positionnement qui aujourd'hui est en train de s'observer sur la scène politique. Surtout que vous et moi, nous sommes au courant de ce qu'il y a un nom qui revient à chaque fois. Quand on parle de vice-présidence, il y a un nom qui revient, c'est M. Franck Biya. Et donc, du coup, au sein de la famille, que ce soit politique du président, que ce soit nucléaire, charnel du président, on assiste déjà à des batailles de part et d'autre. Et oui, effectivement, il n'est pas là, mais sauf que quand il l'a fait, on dirait qu'il savait ce qui allait arriver derrière, parce que c'est depuis l'étranger qu'il a fait parvenir un communiqué comme quoi il disait qu'il ne pouvait pas déférer à la convocation, mais elle est bien chaude, elle attend. Et par contre, je suis bien d'accord avec Flora lorsqu'elle pose une interrogation quand même qui est pertinente. Il y a longtemps, on ne va pas encore dire usurpation, on va rester encore prudent. Mais il y a longtemps, il s'autoproclame comme étant le fils du président et il n'a jamais été inquiété. Jamais, jamais, jamais. Donc peut-être ce sera l'opportunité de le faire. Mais voilà un peu l'environnement politique, le contexte politique dans lequel il faut le voir. Et il a dit sur ce plateau que la vice-présidence, il a affirmé que la vice-présidence de la République ne peut pas se faire autrement que passage de succession. Donc le Cameroun n'est plus une démocratie. Le Cameroun est désormais une monarchie où c'est la famille du président Biya qui va succéder. Et donc, grande annonce pour que nos politiciens ouvrent davantage l'œil. Je crois que l'opposition, plus que jamais, devrait se positionner et de contribuer quand même à l'alternance au pouvoir ou alors à la participation, n'est-ce pas, de la gestion aussi des affaires quand on parle de pouvoir. Bon, tu dis être le fils de quelqu'un, mais c'est toujours toi qui viens dire que les autres ne le sont pas. Hein? C'est-à-dire que toi, qu'on ne reconnaît pas. Brenda, Junior et lui, qui sont des fils légitimes. Bon, toi, qu'on ne reconnaît pas, tu es le fils. Celui qu'on a reconnu n'est pas le fils. Mais c'est de bonne guerre. Ça veut dire que tu veux à tout prix t'installer là où celui qu'on est en train de reconnaître, d'après toi, ne serait pas l'enfant de tel. Je dis, vous faites même souvent comment pour savoir que telle personne qui est mariée a fait son enfant. Vous venez vous retrouver sur le lit là, au point de savoir à quel moment on a mis l'enfant ou on n'a pas mis. Vous faites comment pour connaître ça? Parce que normalement, je crois que c'est quelque chose d'assez intime. Parce que même moi, qui suis né dans une famille de beaucoup d'enfants, je ne peux pas me lever un matin et dire que ma petite sœur n'est pas l'enfant de mon père, ou bien mon petit frère n'est pas l'enfant de mon père. Si déjà mon père, lui, l'a reconnu, ça veut dire que ce sont ses enfants. Je suis qui? Pour venir dire, je crois qu'il n'y a que sa femme qui peut venir parler ce genre de choses. C'est-à-dire que l'enfant que je t'ai donné là n'est véritablement pas le tien. Mais les autres d'à côté là, vraiment, il faut vous taire. Toi, tu veux être l'enfant légitime, mais on ne te reconnaît pas. Tu forces au point où tu lances même déjà les balles sur celui qu'on a reconnu. Mais attendez, on est où là? Si tu veux être l'enfant de quelqu'un, hein, papa, vas-y, mollo. Ne crie pas. On n'a pas besoin de crier. Et si on ne t'a pas reconnu, peut-être il y a aussi des raisons. Moi, je ne peux pas dire que tu es l'enfant ou tu n'es pas l'enfant. Moi, par exemple. Personne ne sait. Toi-même là, qui a dit que tu es l'enfant là, il faut que c'est ta mère qui vienne le dire. C'est pas à toi de le dire. On ne dit pas je suis l'enfant de tel. Tu as fait quoi? Le test d'ADN, tu l'as vu où? Pour prendre son cheveu comme on voit souvent dans les films. Je ne sais pas, c'est qu'on prend d'autres. Je crois que c'est la salive et autres. Il va parler de la ressemblance physique. Sandrine, la ressemblance, ce n'est que pour la ressemblance, pardon. Pourquoi il n'a pas choisi son frère? Sandrine, je m'en voudrais si en 30 secondes, je ne faisais pas quand même remarquer quelque chose. Je l'ai dit, mais je suis passé là rapidement. Je voudrais insister sur un fait, c'est que quand on va parler de politique au Cameroun, avec cette actualité, on va davantage observer que plusieurs problèmes ou alors plusieurs crises sur le plan politique
viendront sans doute de deux familles. Que ce sera peut-être, si ce n'est pas la famille politique du président de la République, c'est-à-dire le RDPC, oui. Ce sera possiblement la famille charnelle. Et là encore, avec cette actualité, on est en plein dans cela. Quand on observe tous les problèmes qu'on a eu sur le plan politique au Cameroun, vous allez à chaque fois voir que c'est toujours Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les détournements. Quand on a fait souvent l'état des lieux, ça, les plus grandes personnes qui ont été mises sous verrou des détournements, ça a toujours été le parti au pouvoir. Maintenant, il y a cette autre affaire scabreuse, comme quoi, même à l'intérieur du RDPC, ça ne respire pas la grande sérénité. Ok, on espère que après cette convocation, si jamais il se présente, une lumière sera faite. Apparemment, il va se présenter. Il justifie que la convocation l'a trouvé. Il ne peut même pas laisser. C'est sûr qu'il a même eu des menaces peut-être en eBay. Oui. Le gars a compris si je ne réagis pas là maintenant, peut-être ça sera trop tard. Et puis il a anticipé, il est lui parti. La nouvelle expression titre ce matin recensement 2026, comment exorciser les démons de 2005. Pour information, rappelons à nos téléspectateurs que le dernier recensement a eu lieu au Cameroun il y a de cela 20 ans et plus, c'est-à-dire 2005. Le Cameroun a lancé depuis le 24 avril dernier le 4e recensement de la population du Cameroun. On se rappelle que le dernier a eu lieu en 2005 et les résultats publiés en 2010 avaient été très contestés parce qu'ils ne reflétaient pas du tout la réalité sur le terrain. La nouvelle expression revient sur ces chiffres et problèmes. Ces chiffres à problème que le découpage électoral, aussi bien pour les municipales que pour les législatives, ne reflètent pas. Le Cameroun va donc au prochain recensement avec un gros caillou dans sa chaussure. Alors, parmi les démons, s'il faut le dire, Sandrine, depuis le dernier recensement, on comptera le fait que les gens qui étaient chargés de faire ce recensement ne pouvaient pas accéder à certaines zones. Il y a, deuxièmement, la crise anglophone, par exemple, venait de commencer et ça n'a pas été évident de recenser de ce côté-là parce que plusieurs personnes étaient en déplacement. Ce n'était pas du tout évident. Alors, il y avait aussi d'autres aspects qui empêchaient cette commission-là qui faisait le recensement d'avoir le juste résultat. Parce que ce n'est pas évident de faire un recensement dans un pays quand toutes ces caractéristiques-là, toutes ces choses-là ne sont pas mises en place pour faire en sorte qu'à 90% au moins, que ça soit juste. Parce qu'un recensement fait qui n'est pas juste, au moins à 90 ou à 95%, n'est pas un vrai recensement. Et il y a donc ces démons-là qu'on identifie dans cet article-là, justement. Si on lit la nouvelle expression aujourd'hui, on pourra voir justement qu'il y a plusieurs autres facteurs qui n'ont pas permis en cette année-là d'avoir certaines données facilement. Parce qu'on fait le recensement en 2005 et puis les résultats sortent en 2010. Voilà. Rappelons qu'en 2008, il y a eu une crise. Trop de manquements. Oui, le pays a traversé une crise, il y avait une sorte de grève. Oui. Les populations sont sorties pour contester, pour protester contre la hausse du prix du carburant cette année-là. Si mes souvenirs sont exacts, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes entre-temps. Et apparemment, ces gens étaient déjà recensés en 2005. Donc, la population aussi a jugé que les résultats de ce recensement-là n'étaient pas très exacts à cause de cette crise qui est passée. Ça ne reflétait pas la réalité. Voilà, ça ne reflétait pas la réalité. Stéphane Morin. Les politiciens, ceux qui sont très souvent engagés dans les joutes électorales ont très souvent décrié ça, et avec cette actualité qu'on a sur le recensement et ces chiffres qui ne reflèteraient pas la réalité sur le terrain, on voit davantage que notre opposition n'avait pas tort dans ce sens-là. On a très souvent avancé des chiffres quand il fallait faire le bilan électoral sur les participants, le nombre de participants par région, mais il va sans dire que non. Et donc, il peut avoir, de ce point de vue, à la lecture de cette donnée objective, le recensement, les chiffres qu'on avance, c'est quand même une donnée objective. La population qui va voter pour désormais dire qu'il y aurait bourrage. Lorsque l'opposition donc le dit, je crois aujourd'hui avec cette actualité, ça démontre à suffire qu'ils ne sont pas très loin de la réalité. C'est donc une interpellation davantage
faire les choses bien, mais faire également les choses dans le temps. 2005, ça remonte à longtemps. Et je crois que de 2005 à 2025, l'année dernière, 26 l'année dernière, on a eu pas mal d'élections, que ce soit sur le plan présidentiel, législatif et municipal qui se sont déroulées sur le triangle national. Sur quelle base donc? On voit encore là, une fois de plus, la manipulation des chiffres, le bourrage des urnes, toutes choses qui amènent l'opposition camerounaise à accuser à chaque fois le parti au pouvoir de ne pas être dans celle-là qui serait légitime, c'est-à-dire qui arrive au pouvoir sur la base de ce que le peuple aura exprimé à travers les suffrages. Donc là, effectivement, c'est une dénonciation qui a été faite depuis, qui véritablement, avec cette actualité, va vers la vérité et simplement interpeller davantage notre opposition, parce que c'est notre opposition que je salue davantage pour ce travail de dénonciation, mais qui devrait davantage se lever comme un seul homme, ne pas toujours disperser les énergies. Mais je crois que ça, c'est pas la chose la plus commune à cette opposition-là de nos jours. Donc voilà moi ce que je peux dire sur cette actualité. Vraiment, quand on parle de faire quelque chose 20 ans après, moi je me pose la question de savoir ceux qui sont nés au milieu de ces 20 ans-là, et qui sont même partis, donc ils n'ont jamais été reconnus comme être Camerounais. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été recensés. Hein. Ça veut dire que quelqu'un est né et il réussit à mourir, parce que 20 ans c'est beaucoup. Oui. 20 ans c'est beaucoup. Ils ne peuvent pas se baser sur les anciens chiffres pour... voilà. Mais en 20 ans alors... On parle de quel pourcentage? On parle de quoi? Je ne comprends pas. Ça veut dire que 20 ans, c'est beaucoup. C'est-à-dire que quelqu'un est né. C'est toute une vie. Il meurt. Personne ne le reconnaît. Donc, il est parti. On va faire comment maintenant là? On va faire comment? Parce que le recensement dans les normes, moi je crois même qu'on devrait même le faire chaque année. Normalement, c'est les gens, on accouche chaque fois, on accouche tous les jours. Dans les normes, on ne peut pas se contenter du chiffre de l'année passée à cette année. Ouais. Ce n'est pas possible. Ouais. Et puis il y a des gens aussi il y en a qui vont au Canada comme maintenant là. Voilà. Et aussi, on ne peut pas faire un recensement en 2005 et les résultats sortent en 2010. C'est quand même, c'est beaucoup. 5, 6, 7, c'est énorme. 9, et au milieu... 5 ans plus tard, pendant ces 5 ans, d'autres sont arrivés au Cameroun, d'autres sont même partis. Et on a eu des rendez-vous électoraux. Voilà. On a eu des rendez-vous électoraux. Il y a des déplacements également. Il y a des déplacements. C'est ce que je dis. Il y a la population qui s'augmente et tout le reste. Donc voilà. C'est pas évident. Bon, on espère que le recensement qui a eu le 24 avril, on aura les résultats dans les jours qui vont suivre. Et ils vont aussi se baser, ils vont utiliser les experts aussi pourront donner leur expertise en donnant quelques statistiques ou alors analyser les statistiques. Et on dit, bon, si par exemple à Dedo, on a recensé une population de, j'ai dit n'importe quoi, de 2000 personnes, normalement il y a un expert qui doit dire, bon, si nous sommes en avril, si d'avril, mars, avril, mai, juin, voilà, si d'ici juin, selon l'expert, on peut dire, bon, voilà, 5 personnes sont décédées, absolument, ou alors 10 personnes sont nées. Donc, on a besoin vraiment d'une expertise pour pouvoir nous donner des chiffres exacts. Concrets, ouais. Et concrets, merci à Stéphane Moré. Nous poursuivons avec la revue La Presse. Le Messager qui titre Hôpital Général de Yaoundé, le nouveau visage qui dérange. Enquête dans cette institution hospitalière résolument engagée sous la direction du professeur Noël Emmanuel Essumba dans un vaste chantier de modernisation de ces infrastructures avec pour objectif d'être en conformité avec l'agenda de transformation du système de santé. Quand on parle de l'agenda de transformation du système de santé, il y a de cela quelques jours, l'hôpital formait son personnel à décharger un malade d'un hélicoptère. Donc les populations se demandent si c'est vraiment nécessaire. Donc ils disent que ce nouveau visage la dérange, comme le journal Le Messager l'a titré ce matin. Non mais attends, si on forme les gens pour enlever... Mais attendez, sachez aussi que ce n'est pas n'importe qui soulève n'importe quel malade. Oui, il y a des malades où vraiment on les a déjà attachés jusqu'à si tu bouges très mal sa tête, il peut partir. C'est normal qu'on les forme. Parce que partir, sortir, même si non, ils se disent que bon, l'hélicoptère...
Que l'hélicoptère fait quoi? Bon, ok, c'est un peu trop. Ok. C'est Si trop d'abord comment? déjà on n'a pas assez d'ambulances, à quoi va servir les hélicoptères? Ouais, je dis que tout est normal. Parce qu'il y a des zones où on ne peut pas accéder par route. Il faut au moins l'hélicoptère qui peut aller porter cette personne-là. Par exemple, dans un fin fond du village. Et il y a des de Berbice, embouteillages là-bas. également. Bon, il y a aussi les embouteillages parce que déjà même, merci d'avoir même parlé de quelqu'un l'autre peut là. mourir. Les gens ne cèdent plus le passage aux ambulances ici dehors. C'est-à-dire que le gars va crier là-bas, ping-pong. Tout le monde lui dit que nous tous on est dans la même merde, papa. Vraiment, ping-pong là, si c'était mieux que tu voles. Oui, si tu avais les listes, je crois que ça aurait été mieux. Bon, peut-être qu'ils ont aussi regardé ça et ils ont compris que le mieux serait de passer par les airs. Voilà. Mais pourquoi est-ce que les gens trouvent que c'est mauvais? Ça, c'est le syndrome même de la pauvreté. C'est-à-dire que on est resté longtemps, et ça, c'est pas de la faute le premier responsable de cette psychologie-là, c'est pas nous les populations. Pendant longtemps, on a pensé que ce qui n'était pas normal était normal pour nous. On a fait avec un certain nombre de choses, mais aujourd'hui qu'on a envie d'apporter la révolution, on a envie d'apporter le changement, même dans nos esprits, ça ne passe pas. Voilà, nous sommes habitués à autre chose. Vous avez dépeint un peu notre société ici, là, que même les ambulances, même en route, on refuse de leur céder le passage. Pourtant, à l'auto-école, on nous a très souvent dit qu'on les appelle les véhicules prioritaires. Oui. C'est-à-dire que dès qu'ils commencent à ping-pong, tu cèdes le passage. Mais on a observé que ce n'est plus le cas. On vient donc avec une solution comme celle-là, mais dans les esprits des uns et des autres, ça ne passe pas. Ça pose même plutôt des interrogations. Mais j'ai envie d'aller plus loin pour interroger, comment je vais dire, l'opportunité d'une mesure comme celle-là. C'est bien, vraiment c'est très bien. Mais est-ce que ce sera fait sur le long terme? Est-ce que ce ne sera pas comment je vais dire, un outil utilisé pour des personnes encore riches? Est-ce que pour Yoyo et moi qui sommes dans les fins fonds, je ne sais pas moi où là-bas, cet hélicoptère-là pourra arriver jusque là-bas lorsque ma maman pourra être piquée par un serpent et qu'elle ne pourra pas être conduite à mordue par un serpent. Voilà. Est-ce que derrière, il n'y aura pas un autre commerce qui va se soulever derrière? On va venir poser un hélicoptère, on va vous dire entrez là-dedans, vous allez penser que c'est gratuit, mais derrière, une fois que vous serez porté, transporté, on va aller vous surprendre là-bas avec une facture alors que vous n'avez même pas assez d'argent. Donc, c'est bien de mettre ça sur pied, mais davantage on nous instruit là-dessus et surtout nous amener progressivement à intégrer ce nouveau système-là dans des consciences qui pendant longtemps ont été habituées au rythme de vie que vous-même, les dirigeants, vous leur avez imposé à se contenter de 500 francs d'argent pour se nourrir, pour mettre la pitance sur la table. Alors on dit souvent que la mentalité d'un enfant est à l'image de ses parents. Absolument. Suivez mon regard. Absolument. Je ne dis rien. Absolument. Nous poursuivons cette revue de la presse avec le journal Confidentiel. Confidentiel qui titre ce matin « Formation d'un nouveau gouvernement ». L'exemple qui vient du Congo. 8 jours seulement après son investiture comme président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso forme son nouveau gouvernement sur proposition de son premier ministre. Ce sont des hommes et des femmes pétris d'expérience qui auront la lourde charge de concrétiser sur le terrain la politique de son nouveau quinquennat axé sur l'accélération de la marche vers le développement. Et voilà, ça fait rigoler tout le monde. Ça fait rigoler tout le monde, mais effectivement, c'est davantage des actualités comme celle-là, l'exemple qui vient du Congo. Est-ce que c'est véritablement un exemple? C'est un exemple parce que 8 jours après son investiture, il a déjà un nouveau gouvernement. Et nous sommes déjà un modèle de démocratie. Non, mais en même temps, on parle là d'un nouveau gouvernement. Très bien. Du qui est constitué par lui-même. Voilà. Mais nous, on attend le remaniement depuis. Le remaniement, c'est un peu une sorte de remaniement. Oui. Alors, quand tu attends que l'exemple sorte, c'est une façon de dire que on nous a promis le remaniement je vais faire du you-you, puisque c'est encore moi qui ai la parole. Je vais faire du you-you. Alors, parlez doucement, vous voulez voir vos c'est la matinale, en fait. Il faut permettre que nous ayons ce bon réveil. Ah oui. Alors oui, en termes de
on va dire quoi, rafraîchissement au niveau de l'État, oui, vraiment c'est un bon exemple, c'était un très bel exemple et je peux voir pourquoi est-ce que ici on a souri 8 jours seulement après l'investiture, il a été réélu et qu'il a déjà apporté ce rafraîchissement chez nous ici et c'est pourquoi l'opportunité de ce titre, le bel exemple chez nous ici là c'est on attend, on attend le gouvernement ne vient pas. On attend remaniement ne vient pas. Non, je crois que ça devrait, ben voilà, je crois que ça devrait bousculer un tout petit peu les habitudes confortables de nos dirigeants du vieux lion que nous aimons tous tant, mais rappeler à sa bonne mémoire que voilà, il y a quand même un bon bout, il a annoncé ce gouvernement, on a vu pas mal de choses qui ont déjà été faites, je rappelle toujours l'Assemblée nationale qui a connu un nouveau dirigeant porté à sa tête, monsieur Théodore Datuo, en remplacement de monsieur Kavaye-Gidjibé, c'est dire que c'est possible, s'il a pu le faire après la grande annonce du remaniement ministériel, c'est que effectivement il peut aussi le faire pour le remaniement ministériel, mais on ne fait qu'attendre. Est-ce que ce n'était pas davantage un leurre? Le Congo ce matin nous enseigne vraiment que ce soit entendu et que vivement qu'on ait ce gouvernement-là qu'on attend finalement. En plus que c'est un mandat de 8 ans, hein, on a encore... Vraiment, on espère que l'attente là ne va pas durer le mandat là. Nous poursuivons avec le journal Émergence qui titre « Crise anglophone, la pression monte pour un dialogue inclusif ». Une coalition d'organisations de la société civile relance avec insistance le débat sur la résolution de la crise anglophone. Alors le conflit est dans sa 10e année, Flora. Ce même dialogue inclusif, on en parle depuis. Qu'est-ce qui tarde à ramener de l'ordre dans le nord-ouest et le sud-ouest? Je me pose trop de questions. J'ai évoqué quelque chose ici dernièrement. La pression monte justement après l'arrivée du pape ici au pays, car nous voyons que les tueries continuent. Pas plus tard qu'hier, dans le département de Bouy, chez moi précisément, il y a eu encore des tueries. Encore des massacres et pas plus tard que la semaine, il y a peut-être 2 semaines après le départ du pape, il y a toujours eu des massacres. Je me pose la question, où est le problème véritablement? Qu'est-ce qui se passe? Qui est chargé de ramener de l'ordre? Ce dialogue inclusif dont on parle, qui sont les gens qui doivent s'asseoir sur la table et qui est en train de mettre dans la pression? Parce que je ne vois pas les efforts faits. Désolé, je ne vois pas assez d'efforts faits par le gouvernement pour essayer de résoudre ce problème, car je suis en train de voir que ceux qui sont en train de profiter de cette crise préfèrent croiser les bras et rester, regarder les gens mourir. Laver leurs mains avec le sang des populations. Oui. C'est très grave et ça ne fait que continuer et on se pose la question, ça va finir quand? On a vu la grève de faim ici en 2008 commencer et on a vu comment c'est fini. On a ramené le bir au Cameroun. C'était l'arrivée du bir en fait. Oui. On a vu des hommes cagoulés, habillés tout en noir, tout noir vêtus et tout ça là. Et juste après, on a vu comment la grève de faim s'est arrêtée. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arrêter ce qui se passe aujourd'hui dans le Nozo? C'est des questions qu'on se pose tous les jours, mais on n'arrive pas à avoir des problèmes, des solutions. Alors, mais ce dialogue inclusif doit non seulement concerner ceux qui sont là, au nord-ouest même, mais qui sont dans le gouvernement et qui sont chargés de faire en sorte que les gens de là-bas puissent s'asseoir et se retrouver et mettre leur tête ensemble pour se dire, mais pourquoi pas? Il y a dans ce gouvernement des gens qui sont du nord-ouest et du sud-ouest. Pourquoi est-ce que ceux qui sont peut-être au Sénat et dans l'Assemblée nationale ne sont pas en train de faire des efforts pour que cette histoire s'arrête une fois pour toutes? Je me pose bien la question et j'espère trouver la réponse d'ici peu parce que vraiment, ça commence à bien faire. Et puis, on est fatigué de perdre nos gens. Oui, mais le véritable problème, c'est de savoir même qu'est-ce que les gens du Nozo réclament au gouvernement. C'est d'abord ça le problème. Donc, pour cela, il va falloir, je crois, un déplacement pour aller au moins rencontrer la tête de liste là-bas. Parce que je ne sais pas qui sera en tête de pouvoir expliquer exactement quel est le problème. Parce que c'est quand on sait déjà que même le dialogue lui-même, en venant pour dialoguer maintenant, là, pour essayer d'arranger le problème, il va déjà falloir qu'on ait même envoyé des gens là-bas pour revenir avec la demande de ces derniers. Peut-être que c'est un petit problème comme ça qu'on peut même résoudre peut-être en claquant seulement les doigts. Je crois que c'est ça. Parce qu'au départ, on parlait de comment est-ce qu'on peut envoyer des francophones
Oui, ils ont demandé la traduction des textes de loi en anglais aussi. Parce que ça a commencé comme parmi les grève. Voilà, oui. Ça a commencé comme une grève des avocats oui. parce qu'ils se plaignaient que les textes de la loi camerounaise sont exclusivement en français, donc ils se sentent un peu mis à l'écart. Voilà. Donc, et les anglophones ont réclamé parce qu'il y a le système anglophone qui a le common law, qui n'a rien à voir avec la loi du Cameroun francophone. Mais donc, c'est pour si peu que les gens bagarrent depuis là. Alors, il faut seulement la grève des enseignants. Il faut seulement traduire ça en anglais. Et tout simplement parce que ils ont aussi dit qu'on n'envoyait que des francophones de ce côté-là. Donc, c'est eux qui devaient encore se battre à comprendre le français. Alors que vous étiez déjà partis du côté. Voilà. Anglophone hérité de la colonisation. Quand l'anglophone vient à la zone francophone, il se bat à parler le français. Mais maintenant, quand le francophone va en zone anglophone, lui parle le français. Et c'est encore la population anglophone qui doit encore se battre à comprendre le français. C'est là où ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour si peu, je ne crois pas que ça pouvait arriver jusqu'à ce niveau-là. Dans les Nord, on devait plutôt envoyer peut-être celui qui peut parler en anglais à la zone anglophone et celui qui peut parler en français à la zone francophone. Je crois que c'est aussi simple que ça. Il y a cette indépendance qui est réclamée de la zone anglophone. Il y a véritablement cette indépendance qui est réclamée, mais je voudrais dire qu'il y a quand même, pour aller dans le sens d'un dialogue, il y a quelque chose qui a été fait en 2019, c'était le grand dialogue déjà. Et après, il y a eu le statut spécial accordé à cette région-là. Mais évidemment, on est en train de remarquer... C'est la décentralisation. Évidemment. Ça n'a abouti à rien. Évidemment, justement, c'est vers là que j'étais en train d'aller pour dire que c'est resté théorique, mais n'a jamais été sur le plan de sa mise en œuvre, n'a jamais été effectif. Et la crise perdu, mais depuis le temps, il y a véritablement un dialogue inclusif qui est en train d'être demandé, mais cette fois-là avec les leaders de la crise, parce que le grand dialogue qui avait été fait en 2019 n'avait pas pris en compte justement les leaders. Ça avait été fait avec la population, les séparatistes, mais pas avec les têtes de proue, parce que ce sont les têtes de proue qui peuvent porter la voix du peuple, et ce sont à travers ces leaders-là que le peuple s'identifie. Justement, voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, ça persiste. Ils ont l'impression que tout ce qui est fait là-bas n'est toujours pas entendu. Tous ces signaux qui sont en train d'envoyer du côté de Yaoundé ne sont toujours pas entendus par les gouvernants qui, pour certains là ici, disent profitent quand même de cette guerre. N'ayons pas peur de le dire. Il y en a beaucoup qui profitent de cette guerre pour se faire la malle. Il y a beaucoup qui sont contents de ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Ça arrange beaucoup. Mais à la fin de la journée, quand on a fait l'état des lieux et qu'on constate que il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une volonté, voilà, c'est ça que je voulais dire, il n'y a pas une volonté concrète. Si vous voulez résoudre le problème d'un enfant, c'est plus d'écouter ses pleurs. Je prends un exemple pour comprendre pourquoi est-ce que davantage ça ne prospère pas tout ce qui est fait de ce côté-là. L'enfant est en train de pleurer et il vous demande le bonbon. Si à la place du bonbon qui pleure, qui pour lui est censé être la solution à ce que ses pleurs cessent, si vous lui apportez plutôt le kaolé, il ne va pas s'arrêter de pleurer, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Donc aujourd'hui, les enfants du Nord sont en train de pleurer. Ils vous ont dit pourquoi est-ce qu'ils pleurent. Ils ont besoin de se sentir indépendants, de produire leur propre richesse, de contribuer eux-mêmes au développement de leur région. D'où la venue de la République en Amazonia que nous tous on connaît. Parce qu'ils sentent qu'ils ont des ressources, mais celles-ci sont plutôt spoliées, exploitées par d'autres personnes et qu'eux, ils continuent de croupir. Si vous leur apportez autre chose, vous n'avez pas résolu le problème fondamentalement. Donc c'est à cela que nous sommes. Mais à la fin de la journée, j'ai aussi envie de dire à mes frères qui sont de l'autre côté que vous voyez que de l'autre côté, c'est bouche et motus cousus. On fait comme si vous n'existez même pas. Désormais, votre destin vous appartient aussi en ce sens que ne vous entretuez plus. Parce que, in fine, c'est l'anglophone qui porte l'âme et qui tue son frère anglophone. Ce n'est plus quelqu'un qui vient d'ailleurs qui le fait. Donc, s'il vous plaît, en attendant que nos gouvernants ne décident, parce que c'est une volonté politique qui va définitivement résoudre la crise anglophone, essayez vous-même d'avoir compassion de vos frères et ne portez plus atteinte à leur vie de ce côté-là. Ce journal Émergence clôture la revue de la presse ce matin. Je vais rappeler la thématique, notre sujet de conversation qui vous permet, vous à la maison, d'interagir avec nous.